7h33 sur France Culture, l'heure du rendez-vous de la presse étrangère. Nous sommes en compagnie ce matin d'Anna Navarro Pedro. Bonjour Anna. Bonjour. Correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Visao. Bonjour à vous, Juan José Dorado. Buenos días. Le journaliste indépendant espagnol du rendez-vous de la presse étrangère. Et nous accueillons une nouvelle venue, Johanna Frenden. Bonjour. Oui, très bien. Aidez-moi, ça va? Ah oui, c'est parfait. Ah bah très bien, correspondante pour le quotidien du soir suédois Aftonbladet. Je l'ai bien dit? Impeccable. Bon, premier sujet qui a attiré notre attention cette semaine, les suites de l'affaire Hulot et le MeToo politique. L'émission Envoyé spécial a diffusé hier soir le témoignage de plusieurs femmes qui accusent Nicolas Hulot, le militant écologiste, ancien homme politique, d'agression sexuelle. 14 femmes qui accusent Nicolas Hulot ou Patrick Poivre d'Arvor de violences sexuelles. Des faits que Nicolas Hulot a réfutés en bloc, avant d'annoncer qu'il quittait définitivement la vie publique pour protéger ses proches. Le parquet de Paris, cet après-midi, a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer les faits, savoir s'ils relèvent du pénal et si la prescription doit s'appliquer. Elle reproche au chef de l'État ses déclarations la semaine dernière lors du Conseil des ministres. Emmanuel Macron y avait salué la libération de la parole avant de s'inquiéter du risque d'une société, je cite, de l'inquisition. Nous sommes très en colère. Comment dire tout et son contraire en une seule phrase? Comment nous ramener, nous, qui avons eu tellement de mal à faire émerger notre parole? Et lui nous ramène à l'Inquisition, autant dire à la période la plus sombre de l'histoire de France. Alors, que pensez de ces propos du président qui a salué la libération de la parole, mais qui s'est inquiété d'une société de l'Inquisition? Qu'en pensez-vous les uns les autres? Juan José. Alors déjà, peut-être la première définition, c'est maladroit. Je suis pas sûr qu'il ait vu tout de suite la portée de ces mots. Il aurait pu le faire dire par quelqu'un d'autre, mais il les a situés dans le Conseil de ministres. Et donc c'est très maladroit. Et puis ça a le sentiment de vouloir exonérer son ancien ministre, qui était l'homme qui l'avait amené au gouvernement. Et même si c'était pas peut-être son intention, le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup des citoyens ont cette impression d'un président qui essaye d'exonérer son ancien ministre. Et ça, c'est très dangereux. Mais il faut se féliciter de toute façon de cette tribune dans le monde. Il faut se féliciter. Laquelle? Celle des 14 femmes? Des 14 femmes. Mais je crois qu'il faut, c'est parce qu'elle ne parle pas uniquement que de Nicolas Hulot. Mais ce qui est parle aussi du journaliste Patrick Poivre d'Arvor, par exemple. Ce qui est inquiétant d'un autre côté, c'est qu'effectivement, MeToo, c'est pas fini. Je veux dire qu'il y a encore des cas qu'il faut dénoncer, et on l'a vu ces dernières 48 heures. On a parlé des Patrick Poivre d'Arvor, mais dans le monde du sport, avec Yannick Niel, avec Pierre Ménès qui va être jugé au mois de juin. C'est-à-dire, il y a tout un tas des cas qui reviennent. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que où était la société française par rapport justement à sa relation sexuelle il y a quelques années. Alors on va en parler pour l'instant de la société française, mais j'aimerais bien évidemment vous entendre tous les trois sur la situation dans vos pays respectifs. Anna Navarro Pedro, sur la situation française déjà. Sur la situation française, ce qui est frappant, c'est effectivement ce choix de mot d'inquisition de la part du président de la République, parce qu'il semble non seulement exonérer son ancien ministre, mais aussi maintenir un statu quo et discréditer complètement la parole des femmes. Il faut énormément de courage pour mettre sur la place publique quelque chose de si intime, une humiliation, une honte aussi grande, et être la cible ensuite d'attaques violentes. Et c'est pour ça que les 14 femmes en question dans la tribune du Monde parue ce jeudi ont écrit « Nous ne sommes pas les bourreaux, Monsieur le Président ». Exactement. Vous savez, déjà au début, quand il y a eu des premières accusations contre Nicolas Hulot, le président l'a maintenu comme son ministre et il a dit au prétexte habituel que tant que c'est pas condamné, c'est pas prouvé, l'innocence le principe d'innocence est respecté. Mais il avait déjà dit que ça le laissait de marbre. Et le marbre, c'est une pierre qui tâche. Et à nouveau, une nouvelle tâche, là, avec l'utilisation du mot d'inquisition. Parce que vous savez, le fait qu'il y ait eu un grand silence, j'ai parlé avec beaucoup de monde à propos de MeToo en France, parce que MeToo au Portugal n'a pas appris, donc. Et ce que beaucoup de gens, surtout les personnes les plus âgées, me disent, c'est, mais on ne croit pas ces femmes. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça avant. Elles veulent se mettre en avant. Elles veulent un peu de publicité. Et cette attitude, et
et par son attitude et par ces mots blessants et ces mots qui mettent en doute la parole des femmes, le président donne corps à ce doute dans la société française. Donc il la maintient dans un autre temps. Et c'est grave. Je sais pas s'il se rend vraiment compte des implications de son intervention. Il doit se rendre compte absolument quand ouais. même. Oui. Johanna Frenden. Alors, je trouve que c'est maladroit, c'est exactement le mot que je voulais employer aussi. C'est clair que Macron, il a du mal parce qu'il doit s'adresser à ces femmes. Je vous rappelle qu'il avait fait de la violence sexuelle et sexiste la cause de son quinquennat. Et donc, du coup, voilà, il doit adresser à ces femmes et en même temps s'adresser peut-être à la vieille France, si je peux me permettre de dire ça, voilà, tous ces hommes qui ont peur maintenant. La vieille France appréciera. Bref. Et du coup, et je pense que, d'ailleurs, tout son quinquennat, ça a été un peu ça. Oui, mais non. Enfin, ça, mais ça aussi. Voilà. Donc, c'est un peu, il se retrouve d'ailleurs souvent dans cette situation. Je pense qu'il a, tout d'abord, toute ma solidarité avec ces femmes. Je trouve que le mot d'inquisition, c'est complètement mal placé. Parce que ces femmes, il faut se rappeler aussi, ne l'ont pas dénoncé sur les réseaux sociaux. C'est à travers un média respecté, voilà, une enquête qu'ils ont dénoncé Monsieur Hulot. Donc, si on n'a pas le droit de faire comme ça, tant de femmes, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'était pas sur les réseaux sociaux, c'était pas une affaire qu'elles ont pris en main elles-mêmes. C'était vraiment quelque chose qui a été bien travaillé. Et je comprends pas pourquoi Macron n'arrive pas à juste prendre position pour ces femmes tout court. Mais bon, il a du mal et ça montre l'ambiguïté de ce sujet, hein, en fait, qui est quand même compliqué pour les hommes politiques parce qu'ils se retrouvent parmi parfois des prédateurs sexuels aussi. Hein. Alors, hommes et femmes politiques, à différentes échelles et de différents côtés, et pour différentes raisons, mais je pense à la réaction de la classe politique française, et notamment peut-être de celle de Marlène Schiappa, qui a été assez contestée pour avoir plus ou moins soutenu, même plutôt plus que moins, soutenu l'ancien ministre Nicolas Hulot. Comment comprenez-vous cette réaction plus prudente, ou même parfois presque offensive, hein, parce qu'on a parlé, enfin le président de la République a parlé de société de l'Inquisition, mais on a beaucoup entendu le terme de tribunal médiatique circuler aussi parmi la classe politique. Comment réagissez-vous à ces termes-là, enfin en tous les cas au deuxième? La première des choses, c'est que les médias ont quand même bon dos. On peut parler des tribunaux médiatiques quand on ne sait pas quoi faire. On a toujours un média ou les médias qui sont coupables de tout. Les médias bon dos. Après, c'est logique qu'ils aillent lentement, les politiques. Déjà parce que Marlène Schiappa, vous l'avez cité, est en porte-à-faux par rapport au premier cas, entre guillemets, Hulot, quand il était ministre, parce que c'est elle qui montait au front notamment pour le défendre. Donc je peux comprendre que les politiques fassent très attention aujourd'hui et qu'ils ne se lancent pas dans une campagne d'appui des côtés des victimes ou d'appui aux hommes politiques. Mais ce qui me frappe, c'est que ce qui passe en France, c'est vrai que quand vous regardez les autres pays, c'est pas systématique. Le MeToo espagnol a pris, mais il n'a pas pris la même ampleur qu'en France par rapport à la classe politique. Les hommes politiques en Espagne, certains, surtout au niveau local ou au niveau régional, ont été mis sur la sellette, mais très rarement au niveau national. Donc, et puis c'est surtout la partie sexisme qui a été développée avec le mouvement MeToo, dénoncer les attitudes sexistes, machistes, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, l'Espagne a un gouvernement qui est très pro-féministe, et d'ailleurs il y a la parité, mais il y a une vraie politique féministe du gouvernement espagnol qui a beaucoup aidé justement à que ce fléau des abus, des viols dans la classe politique et dans d'autres secteurs de la société diminuissent. Mais au même cas, il faut rester quand même assez
assez attentifs à ce qui se passe. Et pour un homme politique, encore une fois, c'est toujours très compliqué quand même de s'avancer sur ces domaines, parce que souvent, ils se font piéger par l'actualité quelques semaines ou quelques mois après. Est-ce que, Juan José Dorado, est-ce que en Espagne, ça se passe de la même façon qu'en France, c'est-à-dire de façon assez sectorisée? Le MeToo politique, là, c'est récent en France, hein, et c'est le 15 novembre, dans une tribune, encore une fois publiée dans Le Monde, où près de 300 femmes politiques, plutôt de gauche, en appelaient à un MeToo politique, en incitant les partis à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes dans le monde politique. Mais donc, il y a le MeToo politique, on voit apparaître maintenant le MeToo théâtre, il y a des différents secteurs de la société qui prennent à bras-le-corps cette question des violences sexistes et sexuelles. C'est pareil en Espagne? Ça existe, mais encore une fois, pas comme en France. C'est vrai que il y a des mouvements à l'intérieur du monde de l'art, des arts, de la culture, des spectacles, du monde du sport, des médias, etc. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez général. Et encore une fois, ça se passe pas et vous avez raison, pas sur les réseaux sociaux. Ça se passe devant les tribunaux, puisque c'est des plaintes qui sont déposées. Et c'est ça qui est important. C'est que la parole des femmes ne passe plus que par les réseaux sociaux. Maintenant, on a fait un pas, c'est-à-dire on va porter plainte, on va devant la justice. Et c'est ça qui est important. Johanna Frändén, en Suède, à l'automne 2017, en tout cas, le mouvement de libération de la parole des femmes avait pris une ampleur incomparable dans le royaume. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'était un bouleversement de terre, vraiment, en Suède, le pays qui se croit très, très, très égalitaire. Et c'est vrai qu'on a eu, surtout sur les réseaux sociaux, plein de hashtags de chaque branche, théâtre, le monde judiciaire, le monde agriculteur. Voilà, plein de femmes de tous ces secteurs-là qui ont créé des hashtags et qui ont fait des actions pour, parler de leur propre monde, leur métier, comment ça se passe, quels sont les enjeux, quelles sont les violences sexuelles dans telle branche. Et ça s'est très vite organisé en termes de secteur comme ça. Il est vers 2017, 2018. Et ensuite, je pense que il y a eu une espèce de backlash où on a eu beaucoup ce débat, mais on ne peut pas dénoncer sur les réseaux sociaux. On ne peut pas nommer quelqu'un qui n'a pas été, qui n'est pas passé par le tribunal, exactement. Mais ça a été quand même une vraie libération de parole dans un pays où, encore une fois, on croyait peut-être pas, surtout beaucoup d'hommes, pensaient pas que le problème était aussi répandu, aussi pressant partout, en fait. Ana Navarro, vous disiez tout à l'heure que le MeToo au Portugal n'avait pas pris. Qu'est-ce que vous voulez dire? N'avait pas pris en 2017-2018 et c'est comme s'il était passé au-dessus, comme s'il y avait des frontières fermées quasiment. Là, maintenant, cette année, il y avait eu quelques petites choses, mais pas énormément. Comme si le Portugal était épargné par ce problème de domination masculine, d'harcèlement, de domination sexuelle ou sexiste, ce qui évidemment n'est pas le cas. Là, en 2021, il y a des personnalités du monde du théâtre, du monde des médias, de la chanson, qui ont du cinéma, qui ont finalement ouvert la voie. Et là, il y a un certain déferlement. Mais je crois qu'il y a deux choses encore. Il y a le poids toujours de la tradition catholique au Portugal, très associé à la domination de la femme sous la dictature, et c'était presque un demi-siècle de dictature au Portugal, un peu comme c'était en Espagne aussi. Mais après, il y a des différences. En Espagne, les femmes ont tellement lutté qu'elles ont obtenu une politique très conséquente et des moyens très conséquents. Au Portugal, non, c'est un pays différent. Mais je crois aussi qu'il y a un autre problème, c'est qu'il y a, il y a des personnalités, comme on a dit, théâtre, cinéma, politique, etc. Mais il y a aussi les femmes qui travaillent dans les services, dans le secteur tertiaire, et qui n'ont pas, qui ont juste un petit chef au-dessus d'elles et qui n'ont pas les moyens de s'exprimer, de combattre, parce que 70% des femmes travaillent au Portugal et il faut ce salaire à la maison. Et on ne peut pas s'en passer parce qu'on n'a pas le même matelas d'aide sociale que vous avez en France ou en Suède, par exemple, voire même en Espagne. Et donc, il y a peut-être cette contrainte matérielle, financière aussi,
Il y a une politique d'État importante, mais j'arrive pas à trouver le budget d'État pour le combat aux violences aux femmes, que ce soit violence physique, que ce soit violence d'harcèlement. Alors que le budget annuel de l'Espagne sur les violences faites aux femmes, c'est 748 millions d'euros. Pour comparer, avoir donné un ordre d'idée à nos auditorices, en France, c'est 41 millions en 2021, Juan José Dorado. Mais c'était le budget de l'État pour lutter contre la violence faite aux femmes, de façon générale. Ça a été une politique d'État. Et quand je dis d'État, ça a été voté au Parlement par unanimité du Parlement. Et donc, grosso modo, c'est autour des 5 milliards qui a été approuvé sur, effectivement, une législature espagnole, autour des 5 milliards. Mais c'est vrai aussi que la politique d'aide aux femmes a été mise en place beaucoup plus tôt qu'en France. Elle a été mise en place fin des années 80, début des années 90, après quelques cas très spectaculaires des féminicides. Et puis il y a une loi cadre en 2004. Et il y a une loi cadre, et donc il y a eu plusieurs lois. Donc, mais c'est vraiment une politique d'État appuyée par tout le monde au Parlement, avec des budgets conséquents. 7h49 sur France Culture, on poursuit ce rendez-vous de la presse étrangère. Nous sommes en compagnie de nos 3 correspondants du jour, Ana Navarro Pedro, Johanna Franden et Juan José Dorado. Deuxième 15 sujet. magistrats pour 100 000 habitants en France, c'est moitié moins que la moyenne européenne. Un chiffre qui illustre à lui seul le malaise d'une profession, épuisement, perte de sens, une souffrance consignée dans une tribune du journal Le Monde. Le malaise de ces professionnels porte sur les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui contraints d'exercer leur métier. Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout, disent-ils. Nous sommes tous exaspérés de voir qu'on entend le ministre de la Justice, par exemple, dire depuis 3 mois que la justice est réparée, qu'elle a maintenant les moyens de fonctionner et qu'on va pouvoir s'attaquer à des réformes qui vont pouvoir continuer de rationaliser son fonctionnement, un peu à la manière de ce qui se passe dans l'hôpital public et on voit bien les effets. 95 hôpitaux publics ont été fermés entre 2013 et 2017. Le nombre de lits a également fondu. Moins 84 000 en près de 20 ans. Ils sont venus de toute la France pour crier la colère d'un hôpital public à bout de souffle. Je suis là aujourd'hui parce que ça va mal, que les patients ils sont toujours plus nombreux et que les soignants, eux, le sont pas plus. Vous l'aurez compris, le deuxième sujet qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la crainte d'une dégradation de nos services publics. À la saturation des hôpitaux s'est en effet ajouté le malaise de la justice. Dans une tribune publiée le 23 novembre dernier, tiens, encore dans Le Monde, décidément, il y a que Le Monde qui héberge toutes les tribunes aujourd'hui, 3000 magistrats et une centaine de greffiers déploraient une logique de rationalisation qui déshumanise, évoquaient leur souffrance éthique, leur sentiment de perte de sens, et ils sont aujourd'hui plus de 7000 signataires, sachant qu'il y a en France 9000 magistrats. Quant à la crise dans le milieu hospitalier, les choses ne s'arrangent pas avec la reprise de la pandémie. Hier, 670 médecins de la PHP adressaient une lettre à Emmanuel Macron pour alerter sur la déliquescence de l'hôpital public et appeler à des mesures urgentes et profondes. Comment, du point de vue, alors à la fois étranger et en France, qui est le vôtre en tant que correspondant pour la presse étrangère, habitant en France, comment regardez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Ana Navarro Pedro. Écoutez, il y a peut-être 15 ans, on écrivait tous sur combien c'était merveilleux de pouvoir bénéficier d'un service de santé en France, public en France. C'était, l'OMS disait que c'était le meilleur au monde, on écrivait tous c'était le meilleur au monde. C'est vrai qu'il reste des éléments qui sont assez extraordinaires, la possibilité de pouvoir aller chez un médecin en ville, choisir son médecin comme on veut, ne pas être... presque, parce que c'est de plus en plus difficile. Oui, parce qu'on a de moins en moins. Mais il reste une organisation de système qui reste très intéressante, mais qui ne marche plus, parce qu'il n'y a pas les moyens. Et donc c'est une question doctrinaire comme partout, une idéologie de réduire les moyens de services publics pour pouvoir faire monter le côté des services privés. Le Portugal a subi ça aussi. Nous avions un système de santé hérité du passé public qui était très très mauvais, puis ça s'est beaucoup amélioré, puis il y a une crise financière qui n'a échappé à personne dans les années 2010, 2011, 2007, avant. Et l'une des obligations pour le Portugal d'avoir à ce moment-là un prêt international, c'était de diminuer ses dépenses publiques, notamment au service de santé, par exemple. Et c'est la même idéologie, qui est à l'œuvre en France, qui est à l'œuvre dans d'autres pays aussi. Et effectivement,
parallèlement, on en demande de plus en plus aux personnes qui exercent ces métiers. Et il y a un moment, c'est pas possible. Ils disent basta dans l'hôpital public, ils disent basta dans la magistrature, dans la justice, parce que c'est pas possible. Établir des objectifs avec une mentalité, je vais utiliser un mot parce que j'utilise barbare, formés dans les écoles de commerce, et établir des objectifs barbares. Parce qu'établir des objectifs chiffrés sur la santé des gens, sur le destin des gens quand on rend la justice, c'est barbare. C'est pas normal. Et c'est barbare pour ceux qui doivent en bénéficier et pour ceux qui doivent rendre la justice ou qui doivent soigner. Et donc, effectivement, il y a peut-être à réviser cela à un moment donné. Juan José Dorado, vous faites le même parallèle entre les deux secteurs, l'hôpital public, la justice en France, autrefois pays de cocagne. Il y a quand même une différence entre la justice et l'hôpital public, parce que la justice a un problème additionnel, c'est que c'est un contre-pouvoir. Et on voit depuis un certain nombre d'années, en France notamment, il y a une lutte réelle entre les magistrats, d'un côté la justice, et le pouvoir politique. Et je comprends qu'à un moment donné, les politiques essayent de contrôler la justice et ils le font comme ils peuvent, c'est-à-dire avec les moyens qu'ils mettent à disposition via son Parlement et les budgets qui lui sont alloués, même si notre ministre de la Justice aujourd'hui vient de nous dire qu'effectivement, c'est le budget le plus important des dernières décennies en France pour la justice. Mais ce qui m'interpelle au niveau de l'hôpital public, c'est que vous voyez, en France, ça reste très centralisé. En Espagne, on a décentralisé complètement la gestion des hôpitaux publics qui a été transférés aux gouvernements régionaux qui ont un réel et un vrai pouvoir en Espagne, ce qui a permis, par exemple, pendant la première pandémie et le premier confinement, que le gouvernement de Madrid a construit en à peine 6 mois un hôpital de 2000 lits qui a été équipé et qui a été ouvert en à peine 6 mois. Et on n'est pas attendu que le gouvernement central vienne décider si on ouvre ou pas. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, les sanitaires espagnols, de façon générale, sont mieux traités qu'ils ne le sont en France, parce qu'ils sont légèrement mieux payés qu'en France. Et puis, ils ont la reconnaissance de la population, ce qui manque parfois du côté français. Mais la déliquescence des services publics, elle est générale à tous les pays de l'Europe à différents niveaux. Mais c'est très inquiétant ce qui se passe en France depuis une dizaine d'années. Bon, le gouvernement a quand même annoncé un certain nombre d'efforts financiers, d'ailleurs les a fait, de 19 milliards d'investissements partout sur le territoire, c'était le 9 novembre dernier, en disant que les soignants ont été augmentés de 200 à 400 euros par mois, en moyenne, que 500 établissements hospitaliers allaient être restaurés. Est-ce que, du point de vue encore qui est le vôtre un peu décentré, disons, Johanna Frenden, vous voyez ce qui se passe d'un point de vue de la dégradation des services publics à la française, ou bien c'est une France qui se plaint toujours quand on a des services publics exceptionnels, et c'est une France qui fait grève, qui manifeste, etc. Non, je pense que là, il y a vraiment de quoi se plaindre, entre guillemets, parce que comme dit Anna, c'est une question, il n'y a pas de solution magique à ça. Il s'agit de moyens, d'argent. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça se passe un peu pareil partout en Europe. En Suède, on a eu cette même politique dans les années 90, 2000. Les consultants sont rentrés dans les hôpitaux pour effectiviser, pour rationaliser, sans aucune connaissance de l'humain, enfin sans aucune connaissance d'ailleurs de qu'est-ce qu'il faut pour soigner les gens. Et c'est clair que cela ne marche pas, en fait. Voilà, je pense qu'on a un peu partout en Europe la preuve que les gens continuent à tomber malades. Ça va pas changer, en fait. Et c'est vraiment un secteur où la connaissance est dedans, et c'est pas forcément les politiques qui savent comment gérer ça. Donc, moi, je trouve que c'est en plus en Suède, c'est un peu plus facile à contrôler, entre guillemets, parce que les médecins ne sont pas, c'est pas une profession libérale, par exemple. Donc voilà, les hôpitaux sont publics, ça reste public. Il y a très peu d'intervention de la vie privée dans tout cela, mais c'est vrai que les moyens ne sont plus là, et la Suède, comme d'autres pays, n'était pas du tout prête à une pandémie, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette stratégie, c'était D2, just in time, ça s'appelle donc on n'a pas forcément plein de lits disponibles, mais on va faire en sorte d'en avoir s'il y a un problème. Sauf que non, personne n'était prêt, parce qu'ils avaient tellement économisé, épargné sur ces choses-là. Donc je vois ce problème un peu partout, et je pense qu'en France, on a vraiment le droit
elle a raison de se plaindre parce que ça ne marche pas. Voilà. Mais du point de vue de la justice, vous êtes mieux placé en Suède que les Français, que les Portugais, que les Espagnols, par exemple, du point de vue de la justice, puisque vous dépensez par habitant en Suède vous dépensiez en 2018 117 € par habitant pour la justice, alors qu'en France et au Portugal c'est autour de 70 € et en Espagne c'est 92 €. Donc du point de vue de la justice, ça marche très bien de votre point de vue à vous. Oui. Est-ce qu'on a voilà, un bon budget, un bon moyen? La preuve on n'a jamais eu ce débat, j'ai jamais entendu parler de ce problème en Suède. D'ailleurs, j'ai été un peu choquée par cette tribune et voilà qui met en fait l'état de droit en péril en France. Voilà, donc en danger vraiment. Donc là, on est mieux barré apparemment en Suède, oui, c'est clair. Merci beaucoup à tous les trois, Johanna Frenden, Juan José Dorado et Ana Navarro Pedron.